Bonjour Liane Guillaume, bonjour. On est ravis de vous accueillir ici. Est-ce que déjà vous pourriez vous présenter et présenter vos ouvrages? Alors, Liane Guillaume, donc je fais des études de lettres complétées par une formation de danseuse et de comédienne. Et j'avais toujours le souhait d'écrire, mais je n'imaginais pas qu'un jour je serais amenée à vivre à l'étranger. Donc, si j'étais restée en France, je pense que j'aurais écrit, mais tout à fait autre chose que ce que j'ai écrit par la suite. Le hasard a voulu que mon petit ami, qui est devenu mon mari à l'époque, était archéologue et est parti en Afghanistan à la fin 1979 pour faire des fouilles. Et je l'ai suivi. Alors, mes parents n'étaient naturellement pas très heureux, mais je l'ai suivi en Afghanistan et je suis arrivée à Kaboul 3 mois avant l'invasion soviétique, 3 mois avant que l'URSS n'envahisse l'Afghanistan. Donc, vous avouerez que pour un écrivain en herbe, c'était formidable, se sentir au cœur de l'histoire. Et donc, c'est ainsi que j'ai commencé à écrire ce que j'appelle des fictions documentaires, c'est-à-dire des romans qui sont ancrés dans un pays, dans une culture, dans une sociologie aussi. L'Afghanistan au moment de l'invasion soviétique, c'était... J'ai mon premier roman qui s'appelle Les Riches de Kaboul, donc se passe à ce moment-là. Je suis restée à Kaboul malgré les événements pour enseigner au lycée français, commencer une thèse, épouser mon petit ami, puisqu'on s'est mariés en 1981 à Kaboul, c'est assez original, et apprendre le persan. Et j'ai bien fait d'apprendre le persan parce que je suis retournée en Afghanistan des années après, entre 2004 et 2007. Et là, forte de ma double expérience, j'ai écrit un autre roman sur l'Afghanistan qui s'appelle Laveuse de chiens et qui raconte l'histoire d'une jeune Afghane qui s'est expatriée en France à l'adolescence pour faire des études de stylisme à cause des événements tragiques dans son pays et qui en 2004 revient à la fois pour ouvrir un atelier de couture pour aider les femmes pauvres de son pays, les femmes victimes des troubles politiques, et à la fois pour partir à la recherche de son père disparu dans les geôles communistes d'Afghanistan. Voilà, Laveuse de chiens. Entre ces deux séjours en Afghanistan, eh bien, j'ai suivi mon mari, puisque tel a été mon destin, si je puis dire. Hein, en quelque sorte, c'est peut-être pas très bien vu à l'heure actuelle, où les femmes sont dans une démarche de carrière. Moi, j'ai adopté une stratégie d'adaptation, c'est-à-dire que partout où j'ai été, j'ai appris la langue, j'ai essayé de comprendre le pays, d'avoir des activités en rapport avec le pays. C'est comme ça que ça a débouché chaque fois sur une fiction documentaire. Alors, entre les deux séjours en Afghanistan, j'ai vécu en Inde, et là, j'ai fait, comme j'avais fait beaucoup de danse en France, j'ai fait de la danse indienne. J'en ai fait sérieusement, puisque j'ai donné des spectacles, et j'ai commencé un roman, j'ai écrit 2 romans pendant mes 2 séjours en Inde. Le premier qui raconte l'histoire d'une princesse musulmane du XVIIe siècle, de la dynastie des Grands Moghols, et ce livre, sorti chez Stock en 1989, finalement, les deux morales de cette fiction documentaire, enfin plutôt roman historique là, c'est qu'une femme musulmane a régné au XVIIe siècle en Inde, dans le nord de l'Inde. Elle l'a fait de façon discrète, hein, à l'époque, elle l'a fait, elle l'a bien fait, dans un esprit de tolérance. Et deuxièmement, l'autre conclusion de ce livre, c'est que l'islam doit être, mais peut être une religion de culture, d'art et de tolérance. Mon deuxième roman sur l'Inde, puisque je suis retournée en Inde dans les années 90, est tout à fait différent du premier. Il raconte l'histoire d'une famille, ce qu'on appelle les intouchables, les Dalits, pour employer un terme un peu plus officiel. Les intouchables, donc ces gens qui sont tout à fait en bas du système des castes, qui sont méprisés par les autres, dans le contexte de l'Inde. C'est l'histoire d'une famille, donc à travers les femmes, sur 4 générations, entre 1915 et 1995. Et on suit donc la destinée de cette famille depuis l'état de sous-homme, j'allais dire, jusqu'aux années 1995, où les intouchables acquièrent un statut, et où le système des castes basé sur la pureté religieuse
est remplacé peu à peu par le système des classes, remplacé par le pouvoir économique, si je puis dire. Donc 2 romans sur l'Inde, tous les deux en rapport avec ce pays où j'ai vécu et où je me suis beaucoup plu, puisque donc je n'étais pas là comme la femme de, mais comme écrivain en train de m'inspirer de ce qui se passait dans ces pays. J'ai vécu également en Ukraine, j'ai passé 4 ans en Ukraine entre 2000 et 2004, et j'en suis partie juste avant la Révolution Orange de 2004. Et là, c'est pareil. J'ai interviewé beaucoup de femmes, parce que ça, c'est une de mes méthodes, c'est une des constantes dans mes romans, dans mes fictions documentaires, c'est le point de vue féminin. Une documentation rigoureuse et un point de vue féminin. J'ai fait des interviews de femmes, et j'ai mis tout ça ensemble et j'en ai fait un livre donc, qui s'appelle Les errantes, chroniques ukrainiennes, qui est sorti en 2004 aux éditions du Rocher. Et en fait, c'était quelque chose d'extraordinaire parce que finalement, ces femmes de l'ex-bloc soviétique, elles avaient eu, des femmes qui avaient une soixantaine d'années par exemple, elles avaient eu des destins incroyables. Elles avaient connu l'URSS, la chute de l'URSS. Des gens de leur famille avaient subi les purges staliniennes ou dans le contexte ukrainien avaient été victimes de cette famine organisée sciemment par Staline pour éliminer les koulaks au milieu des années 37-38. Elles avaient connu, ces femmes, ce qu'on appelle le communalka, l'appartement communautaire, vous savez, ces appartements bourgeois qui, à l'arrivée des bolcheviks, ont été transformés et où on a casé autant de familles possibles, avec de préférence le propriétaire de l'appartement dans la pièce la plus minable. C'est ce que je raconte aussi dans Les errantes, chroniques ukrainiennes. Et ces femmes avaient rêvé de la France, parce que dans ces pays, la France on ne se rend pas compte, le français, la France est absolument admirée. Elles avaient rêvé d'Alain Delon, ensuite il y avait eu la perestroïka, des années très difficiles, la chute de l'URSS avec la paupérisation des classes moyennes, l'irruption du monde capitaliste de façon brutale et parfois tragique. Ensuite, l'indépendance de l'Ukraine, c'est pas facile quand on a pendant des décennies fait partie d'un bloc comme le bloc soviétique, tout d'un coup devenir indépendant, c'est pas facile. Donc elle me racontait tout ça et elle me disait, mais toi qui es romancière, toi qui parle de nous les femmes ukrainiennes, raconte une histoire. Et alors cette notion de fiction documentaire que j'utilise pour mes livres, ça pourrait passer pour un oxymore, puisque fiction c'est l'imagination, documentaire c'est la vérité. Mais en fait, ma méthode c'est de garder les ingrédients du roman traditionnel, c'est-à-dire des personnages, de la psychologie, du suspense. Et en même temps, j'intègre dans l'histoire des éléments historiques et sociologiques pour que le lecteur, la lectrice, ait le plus possible d'informations vivantes et sérieuses sur le pays. Je voudrais souligner une chose, c'est que nous, expatriés, en particulier les conjoints, quand nous suivons notre mari ou notre femme en poste quelque part, il faut qu'on ait conscience du fait que c'est une chance extraordinaire. On est dans un pays et on est là pour un certain temps, donc on a le temps d'approfondir les choses. Et en ce qui me concerne, je ne me définis pas comme un écrivain voyageur. Vous savez, en France, la catégorie des écrivains voyageurs est très connue. Ils ont leur salon du livre, ils ont leur maison d'édition, etc. Moi, je me considère comme écrivain expatrié. Alors, c'est une catégorie qui n'existe pas, mais il faut la créer, il faut créer le genre. L'écrivain expatrié, quelle est la différence avec l'écrivain voyageur? C'est que d'abord, il ne choisit pas forcément la destination où il va vivre, puisqu'il suit son conjoint. Bon. Donc ça demande un effort, apprendre la langue, ne pas se contenter de vivre dans les milieux d'expatriés, aller à la rencontre des locaux, avoir des activités en rapport avec le pays, comme moi la danse indienne, et à partir de là, écrire des choses qui sont du vécu. Il y a trop actuellement de romans écrits, qui sonnent faux d'ailleurs quand on connaît,
quand on se connaît ces pays, trop de livres avec des informations glanées sur Internet, sur des sujets à la mode, par exemple les femmes afghanes, et c'est rempli de clichés, de lieux communs, etc. Nous qui avons la chance de vivre à l'étranger, nous observons les choses, nous les voyons, nous sommes des témoins, et c'est très important de façon générale. Et j'ai été amenée quelquefois d'ailleurs à m'opposer à des journalistes à qui je reprochais de raconter, de chercher le scoop d'ailleurs, et de ne pas être dans la nuance. Moi j'essaye dans mes livres de donner des informations nuancées. Et en plus, de montrer une chose, c'est que ce n'est pas forcément l'autochtone qui possède la vérité sur son propre pays. À ce propos, je citerai Pearl Buck, 1892-1977, qui, contrairement à ce que les gens croient, n'était pas chinoise, elle était américaine. Et elle a écrit des romans, des fictions documentaires, qui sont considérés actuellement par les Chinois comme les meilleurs témoignages sur la Chine de l'époque. Et pourtant, elle n'était pas chinoise, elle était américaine. Donc je crois que nous, expatriés, nous avons un rôle très important à jouer. Il ne faut pas avoir peur, il y a de la place pour tout le monde, il ne faut pas avoir peur de témoigner sur les pays où l'on vit, d'autant plus que la France bénéficie d'une image extrême, bénéficie encore, malgré ce déclin dont nous nous plaignons tous, d'une image très positive à l'étranger. En particulier la Russie où je vis actuellement, la France est adulée. La France est respectée. En Russie, on respecte beaucoup la culture. Et la France, la langue française, qui, d'après eux, est une langue extrêmement chantante. Nous, Français, on ne s'en rend pas compte, mais le français est une langue très musicale. Et les Russes adorent la France, la littérature, la langue. Et c'est une chance pour moi de revenir en Russie, où j'avais déjà vécu à la fin du XXe siècle, pour apprécier ce qu'est devenue la Russie. Et là encore, j'ajouterai une chose. Il y a un sentiment très anti-russe en France actuellement. Anti-Poutine, à la rigueur, je pourrais comprendre, et encore. Il faut voir comment il a pris son pays au départ et ce qu'il en a fait. Et quand on vit à Moscou, on s'en rend compte. Ce sentiment anti-russe est tout à fait déplacé parce que nous sommes frères en civilisation. Les Russes ont toujours été très proches de nous. L'aristocratie sous les tsars parlait français. Nous avons toujours eu des liens très étroits, même du temps de la grande Catherine. Elle s'intéressait beaucoup aux Lumières. Donc, il ne faut pas se tromper d'ennemis. Il faut considérer que les Russes sont nos meilleurs alliés, je crois. Et un grand merci pour ce manifeste pour les écrivains expatriés et pour les conjoints expatriés. Enfin, le statut existe, on est en train de le créer et il a son salon. Ça sera le salon virtuel du 24 janvier. Donc on est vraiment heureux de vous accueillir. Merci. Et parlez-nous de votre dernier roman. Alors mon prochain roman, 1001 jours en Tartarie, sort le 15 février prochain en librairie. Et c'est un roman c'est une fiction documentaire donc, qui se passe en Ouzbékistan. C'est un aperçu d'Ouzbékistan, mais à travers les femmes de ce pays. Il y a eu des femmes extraordinaires. Et dans ce livre, je m'efforce, comme je le fais dans tous mes autres romans, de me dresser contre des lieux communs. Quand on parle de l'Ouzbékistan, on pense femmes voilées, kalachnikov. Il n'y a pas de pays plus sûr actuellement que l'Ouzbékistan. D'ailleurs, les touristes s'y promènent tout à fait protégés. On se sent plus en sécurité à Tachkent, je peux vous dire, qu'à Paris. Les femmes ne sont pas voilées, pas du tout. Et je dirais que le statut de la femme s'est beaucoup amélioré au moment des communistes. Là aussi, c'est pas très politiquement correct de le dire, mais lorsque les bolcheviks sont arrivés, il y avait d'abord eu les Russes en Asie centrale depuis la fin du XIXe siècle, et quand les bolcheviks ont pris le relais, ils se sont fait fort d'essayer d'instruire les femmes, d'envoyer les petites filles à l'école. On a assisté à des séances où le paranja, c'est-à-dire le voile qui recouvre complètement la femme ouzbèque avec
un voile en crin devant les yeux, etc., étaient jetés au feu. Donc les communistes ont véritablement contribué à libérer la femme d'Asie centrale, la femme ouzbèque, quelquefois avec maladresse, il faut bien le reconnaître, mais le résultat est là. La plupart des femmes disons les femmes des villes, ont fait des études, sont professeurs, ingénieurs, dans l'administration, etc. Et comme dans beaucoup de pays donc comparables à l'Ouzbékistan, il y a une grande différence entre les femmes de la ville et les femmes de la campagne. Et dans mon livre, alors le livre se passe autour d'une table. Ce sont des femmes qui se retrouvent pour prendre un repas ensemble. C'est très fréquent en Ouzbékistan où les hommes et les femmes vivent quand même assez séparément, mais les femmes d'ailleurs s'amusent beaucoup entre elles. Ces femmes ouzbèques sont autour d'une table, elles se régalent avec la cuisine ouzbèque. Parmi elles, il y a une narratrice, c'est moi, Liane, et je les interroge sur leur statut de femme, qu'est-ce que c'est qu'être une femme ouzbèque. Et je donne un aperçu donc de l'Ouzbékistan à la fois historique et sociologique à travers les femmes du passé, les femmes présentes, etc. Alors, il passe la femme du redoutable Tamerlan, Bibi, une danseuse ouzbèque du nom de Tamara Ranoum, très célèbre dans les années 50, qui est totalement oubliée maintenant, mais Tamara Ranoum était la première danseuse et chanteuse ouzbèque d'origine arménienne, elle était, à se produire sur scène. Et je raconte son histoire, et ça c'est aussi une chose que je m'efforce de faire dans mes romans, c'est d'apporter des éléments nouveaux, de raconter des choses dont personne n'a jamais entendu parler. Tamara Ranoum, personne ne la connaît en France. Et moi, je raconte son histoire. Son histoire est un peu un feuilleton tout au long du livre. Et je parle aussi de la femme musulmane. Alors, parce que ce qui est intéressant en Ouzbékistan, et c'est ça qui m'a beaucoup motivée en écrivant sur les femmes d'Ouzbékistan, c'est la cohabitation. Et à l'intérieur même du statut de la femme, de la tradition musulmane et de l'héritage soviétique. Comment les deux s'articulent. Et ça, c'est passionnant, et c'est ce que j'ai essayé de faire comprendre dans 1001 jours en Tartarie, donc qui sort le 15 février aux éditions du Rocher. Un grand merci, Liane Guillaume. C'est un grand honneur pour nous de vous avoir reçu aujourd'hui et d'étraîner ce salon du livre expatrié avec vous.